Et ce qui se dégage de tout ce qu'il nous a montré, c'était que, en réalité, les dauphins sont naissent yogis en quelque sorte, parce qu'ils restent, comme vient encore de l'expliquer Jim, conscients de leur respiration en permanence. Pour bien nous éclairer sur ce sujet de la conscience de la respiration, il n'y avait rien de tel qu'un maître yogi, André Van Liesbeth, qui arrive de Bruxelles. Bien. Chers amis, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire qui a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'elle n'est pas très marrante. Deuxièmement, c'est qu'elle n'a aucun rapport avec les dauphins. Et troisièmement, elle a une justification. Alors, je la raconte. C'est un soldat. Il est en train d'écrire une lettre. Ma chère maman, je t'écris très lentement parce que je sais que tu ne lis pas vite. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que mon débit de parole habituel, c'est un peu comme si vous tirez la chasse d'eau. Sauf la différence que la chasse d'eau s'arrête après quelques secondes, moi je continue. Alors ça créerait des problèmes pour les personnes chargées de faire la traduction simultanée. Donc j'ai promis d'essayer de parler moins vite. C'est aller contre ma nature, mais je vais quand même essayer. Alors il est une chose, c'est que les organisateurs ont loupé un scoop. En effet, nous sommes ici, à Versailles, et chacun sait évidemment que c'est le domaine du roi Soleil qui avait un dauphin. Vous voyez lui. Ça aurait été bien tout de même d'inviter le dauphin ici. Ça aurait fait un scoop. Vous allez me dire qu'il est mort depuis longtemps, mais il y a tout de même quelque part en France quelqu'un qui est le dauphin de quelqu'un d'autre. Alors on aurait pu amener quand même un dauphin. Alors en racontant ceci, je pose une pelure de banane pour les personnes chargées de traduire. Je serais très curieux de voir ce que ça donne en anglais. Bien, maintenant, venons-en au dauphin. Quelle est la différence entre moi, et moi c'est chacun d'entre nous, et un dauphin? Ben, tout d'abord, le dauphin vit dans l'eau, et moi j'ai l'air de vivre dans l'air. J'ai l'air, parce qu'en fait, je suis un aquarium ambulant. Quand les mammifères sont sortis de l'océan primordial, ils ont emporté un peu de l'eau de l'océan, et nos cellules baignent dans ce liquide qui a exactement le degré de salinité de l'océan primordial. Donc nos cellules vivent dans l'eau de l'océan, donc il n'y a pas une si grande différence avec les dauphins. Vous me suivez? Bon, maintenant, allons vers le vif du sujet. Nous allons quitter l'Europe et nous allons aller vers l'Inde. Imaginez dans l'Inde un yogi vénérable qui est assis en méditation sous un arbre et il a quelques disciples qui vivent avec lui. Eux sont aussi sous un arbre et discutent. Le dernier venu dit aux autres: moi j'aimerais bien connaître l'âge de notre maître. Quel est son âge? Ils disent: on ne sait pas. Personne ne connaît l'âge du maître. Alors le disciple dit: moi j'aimerais pourtant bien le savoir. Les autres disent: il y a une solution, va le lui demander. Bon, il s'en va vers le maître. Il dit: maître, excusez-moi de déranger votre méditation, mais quel âge avez-vous? Le maître ouvre les yeux et dit: moi je ne connais pas mon âge. Comment, vous ne connaissez pas votre âge? Non, je suis aussi âgé que toi et aussi âgé que mon chat, enfin si j'avais un chat. Alors là, le disciple ne comprend rien, il s'en va, il retrouve les autres.
Il dit, j'ai demandé l'âge du maître, il m'a dit qu'il ne connaissait pas son âge, et qu'il était aussi âgé que moi, et que son chat qu'il n'a pas. Les autres disent, tu aurais dû lui demander sa date de naissance, comme ça tu aurais connu son âge. Alors le lendemain, il va chez le maître et dit, bon, pour connaître votre âge, je voudrais vous demander votre date de naissance. Ça, vous la connaissez? Oui, bien sûr, dit-il, elle est sur mon passeport. Alors, dit le disciple, je n'ai qu'à calculer depuis votre date de naissance jusqu'à maintenant, et je connaîtrai votre âge. Ah non, dit le yogi, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'est pas mon âge. Alors, quel est votre âge? Il dit, réfléchis, quand tu auras compris, viens me retrouver. Alors, il dit aux autres, il m'a donné sa date de naissance, mais il m'a dit que ça n'était pas encore son âge. Les autres qui sont plus malins lui disent, effectivement, quand il est né, il avait déjà 9 mois. Il avait déjà vécu 9 mois dans le sein de sa mère. Il dit, je vais lui en parler demain. Alors il dit, j'ai compris. Il suffit de prendre votre date de naissance, d'ajouter 9 mois que vous avez passé dans le sein de votre mère, et puis je connaîtrai votre âge. Alors le yogi dit, tu n'y es pas. C'est pas ça. Parce que la vie n'a pas commencé au moment de la conception. La vie était déjà potentiellement présente chez ma mère. Alors le jeune disciple dit, je n'ai qu'à ajouter l'âge de ta mère. Le yogi dit, oh non, parce que la mère est la fille de sa mère. Et le même raisonnement se pose pour elle. Alors le jeune disciple dit, on continue comme ça de génération en génération jusqu'à la première femme. Je n'ai qu'à demander aux biologistes depuis combien de temps il y a des humains, donc je connaîtrai quand la première femme est apparue sur la planète, donc votre âge. Ah non, dit le yogi, c'est pas vrai, c'est pas ça. Parce qu'avant ça, il y avait toute l'évolution. Alors tu dois remonter toute l'évolution. Alors il dit bien, je n'ai qu'à demander à nos scientifiques quand la vie est apparue sur la planète. Alors je connaîtrai ton âge. Bien, dit le yogi, c'est pas encore ça. C'est pas encore vrai, tu réfléchiras beaucoup et après tu comprendras. Bien, alors venons-en, nous avons donc l'origine de la vie. Nos scientifiques, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point, nous disent que la vie est née par hasard, qu'il y avait la soupe primordiale et une atmosphère faite de méthane. Il y avait alors beaucoup d'orages et les éclairs ont alors fabriqué, en agissant sur la soupe primordiale et le méthane, ont agi et ont fabriqué les premières protéines vivantes, les premières briques pour créer des vivants. Donc pour eux, la vie est née sur la Terre, deuxièmement le fruit du hasard. Mais pour la plupart des scientifiques, le nombre de hasards qu'il a fallu pour engendrer la vie est tellement invraisemblable qu'ils estiment que la vie sur la planète doit être à peu près unique. Nous devrions être à peu près les seuls vivants dans l'univers. Il y a cependant un changement d'attitude. Et il y a notamment un certain de Duve, qui est un Belge, et néanmoins prix Nobel. Prix Nobel de biochimie. Il dit non, l'univers est composé de telle façon qu'il était impensable que la vie ne surgisse pas. Donc la vie était obligatoirement liée à notre univers. Ce n'est pas un hasard, c'était une nécessité. Il a risqué sa réputation en écrivant un gros livre sur ce sujet, fort intéressant par ailleurs. Alors donc pour lui, l'univers est peuplé de vie. Il dit, la nuit, quand je regarde le firmament, je dis, il y a quelqu'un là-haut. Alors, l'univers, c'est quoi? Bien, nous sommes une toute petite planète, située à 150 millions de kilomètres de notre étoile, c'est-à-dire le Soleil, et la lumière met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. 8 minutes pour parcourir 150 millions de kilomètres. Bien. Une année-lumière, ça fait combien? Ne sortez pas votre calculette, elle est trop petite. Ça vous donne 10 000 milliards de kilomètres.
1 année-lumière. Or, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Imaginez 40 000 milliards de kilomètres. On ne peut pas se représenter cela. Alors pensez à notre galaxie. Notre galaxie, ce sont 100 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 100 milliards de soleils, situés à des distances invraisemblables. Et nous, sur notre petite planète, qui est en somme une capsule spatiale, nous sommes projetés dans le vide interstellaire et nous sommes isolés, car nous n'aurons jamais de contact avec des civilisations sur d'autres planètes, tellement elles sont loin. Même si on leur envoyait un message radio, il faudra attendre 4 ans, 8 ans, 10 ans avant d'avoir la réponse. Donc nous sommes isolés, croyons-nous. Alors qu'en est-il réellement? Eh bien, il y a autre chose. L'origine de la vie et l'univers. C'est que l'univers est composé, donc notre galaxie, 100 milliards de soleils, et pour traverser la galaxie d'un côté à l'autre, il faut 100 années-lumière. Alors, qu'en est-il avec l'univers dans son ensemble? C'est-à-dire que les astronomes découvrent des milliards de galaxies. Il n'y a pas assez de grains de sable sur la planète pour représenter tous les soleils qui existent dans l'univers. Vous vous rendez compte? Et nous sommes là-dedans, tout seuls dans l'univers. Pour les yogis, ils ne sont pas si seuls que cela. Parce que eux, pour la réponse pour la vie, c'est tout à fait différent. Eux disent la vie est une dimension de l'univers. La vie existe à commencer en même temps que l'univers. C'est une potentialité de l'univers. Ils vont même plus loin. Ils disent l'univers dans son ensemble est un organisme vivant. Alors là on peut se gratter dans les cheveux quand on regarde les étoiles et se dire qu'il y a quelque chose qui penserait à l'aide d'étoiles, c'est tout à fait farfelu. Or, ce n'est pas si farfelu que ça. Imaginez qu'on agrandisse mon cerveau aux dimensions de la galaxie. On verrait les atomes qui composent mon cerveau matériel, on les verrait comme chaque noyau commettant un soleil et les électrons qui tournent à une certaine distance autour du soleil. Ça, c'est l'ancienne vision des atomes. Ça n'est plus évidemment la vision moderne. Mais ce serait ça. Donc imaginez une mini capsule spatiale avec des êtres conscients qui traverseraient mon cerveau et quelqu'un affirmerait ce truc avec tous ces atomes est en train de penser. Ce serait invraisemblable. Or, pourtant, c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Nous sommes en train de penser avec ces milliards d'atomes qui constituent notre cerveau et qui changent tout le temps. Alors donc, la vie pour les yogis est une dimension de l'univers. Donc l'âge du yogi est aussi vieux que l'univers. Alors, il y a donc un supramental dans la pensée yogique, tantrique, un supramental qui englobe toutes les galaxies et qui englobe toutes les planètes qui peuvent exister, donc y compris la nôtre. Notre mental est un cas particulier du mental cosmique. Donc nous ne sommes pas si isolés que cela. Et l'ambition des grands sages et des grands yogis, c'est d'entrer en contact, en communication avec ce grand mental cosmique dont nous faisons de toute façon partie. Ça, c'est la grande aventure de la méditation yogique. Donc nous ne sommes pas isolés, aussi isolés que nous le croyons. Nous sommes inclus dans le mental cosmique, à nous d'établir le lien avec ce mental cosmique. On pourrait penser que ce mental cosmique, c'est Dieu. Non, pas tout à fait. C'est un mental qui est manifesté, qui est dans l'univers manifesté. Il y a alors une partie de l'univers qui est non manifestée. Et cela, on pourrait éventuellement le qualifier de divinité de Dieu. Mais le mental cosmique, le supramental, lui, est inclus dans notre univers et il est en même temps notre vie. C'est notre vie à nous. Et toute l'aventure de la vie sur la planète est une aventure de ce mental cosmique qui a créé toutes les formes de vie que nous voyons autour de nous. Alors notre séance
a beau essayer, elle ne pourra jamais, je pense, prouver que la vie est venue par hasard sur la planète. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas un hasard. Il était obligatoire que la vie apparaisse sur notre planète parce que les circonstances étaient favorables à son émergence. C'est la seule chose dont la vie a besoin. Et elle préexistait avant toutes les formes d'existence, de même que l'électricité fait partie de l'univers matériel, et ce n'est pas quand le comte Volta a fabriqué la première pile électrique qu'il a créé l'électricité. De même, quand la première cellule vivante est apparue, la vie n'a pas été créée. Simplement, les circonstances se prêtaient à l'émergence de la vie. Et la vie est notre seul cadeau. C'est la seule chose que nous ayons réellement. Si on vous offre un palais, on vous offrirait le palais de Versailles, mais vous n'êtes pas vivant, que voulez-vous en faire? Ensuite, la vie ne peut être étudiée que par les vivants. La vie s'étudie par l'intérieur. Le savant qui regarde au microscope une cellule vivante en train de bouger ou de se diviser, mais s'il n'était pas vivant, il ne pourrait pas le faire. Donc pour étudier la vie, il faut être vivant soi-même. Autre chose que nous avons en commun avec les dauphins et les autres formes vivantes, c'est que nous sommes non seulement vivants, mais en même temps conscients. Donc nous savons que nous existons. Le fameux « je pense, donc je suis », nous pensons. Pensons n'est pas la même chose que réfléchissons. Ça ne signifie pas je suis en train de réfléchir, donc je suis vivant. Non, je pense, c'est-à-dire je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, parce que je vis. La conscience, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Elle existe et c'est tout. Et nous ne nous émerveillons pas. Alors la conscience a d'énormes pouvoirs que nous n'étudions pas, ou que nous n'utilisons pas. Tous les pouvoirs de la vie sont en nous. Tout ce que la vie peut nous offrir est présent partout dans l'univers. C'est ce qui s'appelle le prana. Le prana, c'est la force vitale universelle. Et nous baignons dedans. Donc il suffit de puiser. Vous allez remarquer que les choses que nous n'utilisons pas sont les choses qui sont gratuites. Les puissances de la vie sont autour de nous, elles sont gratuites. Nous ne les utilisons pas. De même, l'air est provisoirement encore gratuit. Provisoirement. Or, nous ne respirons pas. Nous devrions en profiter puisque c'est gratuit. Mais non, nous sous-respirons. Les dauphins, eux, respirent, bien sûr. Sinon, ils ne pourraient pas plonger en apnée durant des minutes entières, des quarts d'heure ou plus. Mais nous ne respirons pas et nous nous coupons des forces vitales dans lesquelles nous baignons. Et c'est là tout le programme aussi du yoga, c'est de développer les forces vitales qui sont en nous, de contrôler notre conscience et d'augmenter nos capacités, je ne vais pas dire intellectuelles, mais nos capacités de perception. On a beaucoup parlé de l'intuition. Une chose que notre science a découverte et que les yogis avaient déjà compris il n'y a pas si longtemps, c'est que nous avons un cerveau composé de deux moitiés. Eux n'ont pas exprimé ça de la même façon. Mais nous avons le cerveau gauche et le cerveau droit. Et comment sait-on que ces deux cerveaux fonctionnent diversement? Bien, il y a des gens qui sont atteints d'épilepsie. C'est un mal très ennuyeux pour ceux qui en sont victimes. Et il y a un chirurgien qui, pour guérir les épileptiques, a eu une idée. Et quand les chirurgiens ont une idée, ils osent. Il a osé ouvrir un crâne et couper la communication entre les deux moitiés du cerveau. Et assez bizarrement, ça a guéri rapidement et apparemment la personne vivait normalement. On s'est mis à étudier les réactions. On s'est aperçu que le cerveau gauche avait une certaine particularité et le cerveau droit également. Le cerveau gauche est le cerveau intellectuel. C'est avec le cerveau gauche qu'on fait des mathématiques, qu'on fait de la science, qu'on calcule. Il fonctionne de manière linéaire. C'est le cerveau gauche qui dit « moi je ». Tandis que le cerveau droit, lui, c'est le cerveau féminin, c'est le cerveau de l'intuition, de la poésie, de la beauté, des soins de la vie. Donc, notre civilisation, que fait-elle? C'est donner la priorité presque absolue au cerveau gauche et ne laisse pratiquement aucune place au cerveau droit. On a parlé des émotions tout à l'heure. C'est extrêmement important.
Et beaucoup de gens pensent que dans la méditation, on doit être neutre, pas d'émotion. Et c'est le contraire, l'émotion est le moteur de la méditation. Donc les images qu'on propose pendant la méditation doivent éveiller des émotions, et ce sont ces émotions qui ont une influence sur le fonctionnement de notre psychisme profond. Donc, n'ayons non seulement pas peur des émotions, mais dans la méditation surtout, développons-les. Une image vous est proposée, essayez de ressentir l'émotion qui correspond à ces images, et c'est seulement alors que vous aurez les bienfaits de la méditation. Quels sont ces bienfaits? D'abord la sérénité, et puis finalement la découverte de ce que l'on est réellement. Parce que nous ne sommes pas ce que nous croyons. Nous sommes infiniment plus que nous ne pensons. Chacun pense être le petit monsieur Attel qui s'en va le matin au boulot et qui rentre le soir fatigué. Et ça fait penser à l'histoire de ce yogi qui se balade en Inde. Il traverse une forêt. Il voit un bûcheron qui est en train d'abattre des arbres, d'essayer des troncs, de faire du bois. Et il demande au bûcheron, pourquoi es-tu en train de travailler si dur? L'autre s'essuie le front et dit, il faut bien manger, alors il faut travailler. D'accord, dit le yogi. Quelques jours plus tard, le yogi traverse le village et il voit le même travailleur en train de manger sa soupe. Il dit, pourquoi manges-tu? Il dit, il faut bien travailler. C'est ce qu'on fait, on travaille pour manger, on mange pour travailler. C'est à peu près ça ce que nous faisons. Nous travaillons pour consommer, nous consommons pour travailler, et ainsi de suite. Est-ce que cela a vraiment une signification? Nous avons la vraie signification de notre être, c'est d'essayer de découvrir ce que nous sommes réellement. Et je répète que nous sommes infiniment plus que ce que nous croyons. Quand je dis moi je crois que c'est vraiment moi je. Mais non, moi je c'est simplement un moi je artificiel, anecdotique. Mon être profond est complètement différent. Et la démarche du yogi et du yogi qui est en train de méditer et qui faisait la leçon à son disciple, c'est de découvrir justement notre être profond. Et tant que nous n'avons pas découvert cela, nous ne comprenons pas non plus les autres. Comment voulez-vous comprendre les autres et établir une relation personnelle, une véritable communication, si vous n'avez pas découvert ce que vous êtes vous-même? Donc il s'agit primo de chercher ce que signifie ce qui dit moi je, et c'est tout à fait différent de ce que nous croyons. Alors donc nous avons devant nous une tâche qui est une tâche intégrale, c'est-à-dire veiller à ce que notre corps soit en une santé aussi parfaite que possible. Et ça, c'est une possibilité que le yoga nous donne, d'avoir le contrôle de son mental, le contrôle de ses émotions. Contrôler ne signifie pas de les rendre artificielles, mais d'être capable de les éprouver au moment où il le faut. Nous n'avons aucune éducation émotionnelle. La méditation est une forme d'éducation émotionnelle importante. Donc méditer, ce n'est pas faire défiler de belles diapositives intérieures, ni avoir des visions, au contraire, mais au contraire de découvrir ce que l'on est. Et cela à travers nos émotions, des émotions positives. Quelles sont les émotions positives? Ce sont des émotions qui nous développent, qui nous permettent de nous épanouir. Et celles-là, nous avons à les cultiver. Et ces moyens existent dans le yoga. Et c'est pour ça que je vous dirais que personnellement, je le pratique depuis plus de 50 ans, ce qui veut dire que j'ai plus que 50 ans. Donc, le yoga, c'est une richesse extraordinaire que nous avons cultivée. Alors, l'origine de notre univers. Et non seulement la vie était potentiellement là, dès l'origine de l'univers, mais l'univers, c'est quoi? Nos scientifiques vont dire le Big Bang. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais pour le tantra et le yoga, c'est autre chose. Avant la création de l'univers, il y avait toute l'énergie incluse dans notre univers qui est au repos. À ce moment-là, il n'y a ni temps ni espace. Nous ne pouvons évidemment pas imaginer un univers sans temps ni sans espace. Pourtant, c'est ce qu'il y avait. À un certain moment arrive
la polarité. Qu'est-ce que la polarité? C'est la polarité qui nous permet de vivre. Supposons que l'EDF vous dise on vous fournit gratuitement du courant. Mais attention, on ne vous fournira que du positif. Vous acceptez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec uniquement du positif? Il vous faut du positif et du négatif. Tout fonctionne, même une simple pile de poche fonctionne, une lampe de poche fonctionne avec le courant positif et négatif. Donc les deux sont nécessaires. Alors pour que l'univers puisse se manifester, il a fallu aussi que s'engendre la polarité. Cette polarité, c'était quoi? C'était le masculin originel et le féminin originel, que les hindous ont baptisé d'un côté le masculin, le mâle absolu qui est Shiva, et de l'autre côté la féminité absolue qui est Shakti. Et c'est de la rencontre des deux que notre univers est né. C'est la rencontre du pôle positif et du pôle négatif de l'humanité. Négatif ne signifiant pas justement quelque chose de négatif, mais que simplement une constatation d'un fait, qu'ils sont polaires. C'est cela qui a permis l'émergence de notre univers dans lequel nous nous trouvons. Et dans le yoga, tout est polaire aussi. Par exemple, pour nos scientifiques, la narine gauche et la narine droite, ce sont deux trous de nez qui se ressemblent et ils ne voient pas de différence. Si il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, la base de la colonne vertébrale est polaire par rapport au cerveau. Entre les deux, il y a la colonne vertébrale. Et entre les deux circule le courant de vie. Et dans le yoga, on essaye d'activer les forces vitales qui se situent à la base de la colonne vertébrale et de les faire circuler vers le cerveau. Donc tout cela, cette polarité est quelque chose qui est absolument capital pour comprendre la vie. Et à nous d'utiliser les techniques yogiques qui sont mises à notre disposition, notamment dans ce qu'on appelle le pranayama, qui est le contrôle des énergies vitales à l'aide du souffle. Le souffle que nous utilisons si mal. Donc la vie est quelque chose qui nous touche de très près, puisque c'est notre être même. Si vous n'avez plus la vie, que vous reste-t-il? Plus grand-chose. Et nous ne savons même pas ce qu'est la mort. Si on n'a pas compris la vie, il est impossible de comprendre la mort qui nous fait peur. On a peur de la mort aussi longtemps que ce n'est pas le moment. Quand ce sera le moment de mourir, la peur disparaîtra. Et une des choses, j'ai souvent des adeptes qui pratiquent le yoga et qui témoignent, j'avais telle et telle maladie, l'asthme, ou peu importe quoi, que j'ai guéri grâce au yoga. Eh bien, un de mes amis m'a cité un cas où le yoga avait théoriquement complètement fait faillite. C'est-à-dire, il me dit, un tel aurait voulu téléphoner, mais il n'a pas osé. Il a été atteint de cancer à la vessie, qui a métastasé vers la moelle épinière. Enfin bref, tout son corps est devenu cancéreux. Il souffre le malheur, il souffre de façon intolérable, et même la morphine ne l'aide guère. Eh bien, dit-il, il sait qu'il va mourir d'ici peu, mais avec sérénité, il accepte. Le yoga avait raté puisqu'il est devenu malade, mais le yoga lui a donné la sérénité devant la mort. Donc ça, pour moi, le yoga avait réussi, bien qu'ayant eu l'air d'avoir été en faillite, d'avoir raté. Donc nous aussi, un jour viendra où il faudra quitter ce monde. Peut-être avez-vous entendu parler de cette dame qui avait une maladie grave et qui dit, docteur, vous croyez que je vais mourir? Le docteur lui dit, certainement, madame. Évidemment. Or, la mort, ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. C'est un processus, tout comme la vie. La vie est un processus. De même que la création pour nous, si nous écoutons notre science, c'est quelque chose qui s'est passé voici X milliards d'années au moment du Big Bang. Dans la pensée yogique, la création, c'est ici et maintenant. Donc nous assistons à la création, nous en sommes les acteurs. Ça se passe en nous, ça se passe devant nous. Donc la création n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui est présent, dont nous faisons partie. Et ça, c'est un des messages les plus profonds du yoga et du tantra. Le tantra qu'on erronément à identifier simplement la jouissance sexuelle.
Il est évident que dans le tantra, il y a de la sexualité. C'est vrai parce qu'il y a de la sexualité dans la vie aussi. Mais ça ne se limite pas à cela. Mais notre Occident tend à être réductionniste. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tantra, le culte de la féminité, et peut-être certains d'entre vous êtes-vous abonnés au magazine Elle. Dans le mois d'août, le numéro d'août, il y a eu un reportage de 4 pages dans Elle consacré au Tantra. Les choses qu'ont dites les journalistes, pour une fois, c'était pas tout à fait idiot. C'était acceptable, c'était pas loin de quelque chose que j'aurais signé volontiers moi-même. Alors Elle a marqué, sans que nous l'ayons demandé, a marqué pour en savoir plus. Pour en savoir plus, le livre Tantra, le culte de la féminité, par André Van Lintet, et le commentaire, ce que l'on fait de mieux sur le sujet. Or, nous n'avons pas demandé à Elle de le dire, mais enfin, merci quand même qu'il l'ait écrit. Alors, ils sont persuadés ce qu'il y a de mieux sur le sujet. Moi aussi, j'en suis persuadé. Parce que si moi, je n'en étais pas persuadé, qui pourrait en être persuadé? Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que je viens de vous dire, et si vous n'avez pas encore ce livre, bien, vous allez le trouver en librairie, pas difficile à retenir. Moi, je suis un mauvais commerçant, j'aurais dû apporter des livres et les mettre à la réception pour les faire vendre. Je vous dis, je suis un mauvais commerçant, mais enfin, les libraires existent. Ils seront contents de vous les fournir, d'autant plus qu'il y a une réédition qui vient de se faire. Bon, c'est une richesse extraordinaire. Le tantra n'est pas seulement limité, comme on le fait trop souvent, à la sexualité. On dit, c'est ainsi que le tantra a une mauvaise réputation. Quelqu'un que je connais bien, un ami, avec quelqu'un qui lui demande que vas-tu faire cet été? Bien, je vais participer à un séminaire sur le tantra. L'autre répond, c'est dégoûtant. Tu connais le tantra? Non, mais c'est dégoûtant. Là, ça c'est l'opinion qu'on a créée. Et ça c'est la faute de ceux qui propagent le tantra de façon erronée ou qui veulent exploiter les techniques sexuelles. Pour le tantra, c'est la chose la plus noble, c'est la chose qui permet la communication la plus intime entre deux êtres et qui permet d'atteindre un état de méditation qui nous met en contact avec les choses les plus profondes de notre univers. Donc le yoga et le tantra peuvent nous apporter beaucoup de choses. Et je vous dirais, si je n'en étais pas persuadé, il y a longtemps que je me serais arrêté, mais je ne suis pas encore sur le point d'arrêter, croyez-moi. Donc, c'est à notre portée. Les professeurs de yoga, c'est pas difficile de les trouver. Il y en a qui sont valables, d'autres qui le sont moins, bien sûr, comme en tout. Mais vous finirez bien, si vous cherchez, par trouver celui qui vous conviendra. Et vous découvrirez le yoga, et vous découvrirez beaucoup de choses au sujet de votre propre être, de votre propre vie, et c'est ce que je vous souhaite. Alors merci de m'avoir écouté, et je vous dis bon yoga. Savez-vous ce que signifie ce geste? Bien, nous sommes comme les deux mains dans le même corps. C'est en somme une façon de saluer tout le monde. Les présidents des États-Unis, quand ils sont en campagne électorale, doivent serrer la main à tout le monde et ils finissent toujours par oublier quelqu'un. Alors ce serait si simple de faire cela. Ils auraient salué tout le monde. Et le pauvre Bill Clinton, à qui on reproche ses frasques avec une certaine Monica, eh bien, il devrait répondre, on me dit que je suis l'homme le plus puissant du monde, et quand je veux le prouver, on me le reproche. Merci beaucoup André. Je vais vous demander de rester un petit instant, parce qu'il y a une drôle d'histoire. Donc hier, je t'ai dit qu'on aurait peut-être la chance aujourd'hui, peut-être, parce que c'est vraiment pas sûr d'avoir Bernard Werber qui vient. Qu'est-ce que tu m'as dit? Là, j'ai un livre que mon fils
livre que mon fils a écrit et dans lequel il y a un certain docteur Van Lisbeth qui est un personnage de son livre. Voilà. Alors Donc, s'il est ici, je serais content, ou plutôt je serais peut-être content de voir le vrai Van Lisbeth. voilà, alors on s'est dit c'est une coïncidence. Et puis maintenant, tout à fait par hasard, hein, justement, Bernard Werber arrive et je lui dis, bah justement, il y a André Van Lisbeth qui est en train de parler. Il me dit, ah ça c'est incroyable parce que je ne l'ai jamais vu. Et figure-toi que j'ai appelé quelqu'un dans mon livre de son nom et je me suis inspiré de lui. Et alors moi tout de suite j'ai sauté sur l'occasion pour inviter sur scène Bernard Werber qui va rencontrer moi. Comment ça veut dire? Non, merci. Enfin, content de te rencontrer. Mais je vais vous expliquer là, parce que ça peut paraître un peu surprenant. Quand j'avais l'âge de 12 ans, j'ai rencontré un de vos élèves. Je crois même me rappeler son nom, il s'appelait Daniel Padovani. Et à l'époque, il m'avait appris à respirer. Il m'avait appris à me concentrer sur un point. Et c'était une véritable révélation. Il m'avait dit, j'ai appris tout ça grâce au yoga et grâce à Van Lisbeth. Et après, j'ai essayé de trouver une école de yoga à Toulouse à l'époque. Et l'école de yoga que j'ai trouvée à Toulouse m'a beaucoup déçu parce qu'en fait, ça ressemblait beaucoup à de la gymnastique. Il n'y avait pas tout l'esprit que lui m'avait appris, qui était le contrôle de sa conscience, le contrôle de sa respiration. Ce que vous appelez un contrôle de sa vie. Alors j'ai changé de club de yoga. En fait, j'ai fait tout le tour de tous les clubs de yoga de Toulouse. J'ai compris qu'en fait, il avait un truc qui n'avait rien à voir avec le yoga. C'était autre chose sur lequel il s'était penché. Et j'ai compris que c'était vous. Alors j'ai lancé un peu cette bouteille à la mer en mettant votre nom dans le livre, mais c'était volontaire et je me disais, j'espère un jour vous rencontrer. Savez-vous quelle est la ville que les Anglais aiment le moins? Toulouse. They don't like Toulouse. C'est toujours un problème pour donner une conférence.